Bonjour et bienvenue sur ce premier live sur Instagram. Alors, je vous laisse le temps de vous installer confortablement. Donc, nous sommes le vendredi 10 avril, 17 heures. Bonjour, docteur Lambert. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tu vas bien. Hop là, on va attendre. Je vois quelques personnes qui se connectent. Bon, j'espère qu'on sera plus que 4 ou 5. Il y a quelques personnes qui se connectent. On a essayé de communiquer sur ce premier live. Alors, on traitera de différents sujets. J'ai la chance d'être entouré avec moi de plusieurs amis, collègues. J'aurai avec moi le docteur Yael Lambert Ben Simon, qui est médecin généraliste au Rancy. J'aurai avec moi le docteur Jade Kamel, qui est cardiologue interventionnel et également communicant. J'aurai également le docteur Aoubi, qui est rhumatologue. Je devrais avoir le docteur Lecointre, qui est pharmacienne. On n'a pas testé la connexion hier. Et nous aurons également un de nos collègues d'Algérie qui va nous parler un peu de comment ça se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, on va essayer élargir la vision. On a simplement élargir simplement la vision qu'on a habituellement pour, pour avoir une vision assez globale. Alors, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? On est peut-être pas loin. Les bonnes nouvelles, c'est que les bonnes nouvelles, c'est que peut-être qu'on serait pas loin du pic de l'épidémie en France, mais ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher les efforts. Il y a un week-end de 3 jours, les amis, il va falloir être patient, confiné, se mettre sur vos balcons. J'ai vu plein de gens sur les balcons, sur les fenêtres, des fois même un peu dangereusement. Pour ceux qui ont la chance d'être dans un jardin, vous avez de la chance. Moi, pour qui est citadin, voilà, donc j'ouvre la fenêtre, on va dire, et j'applaudis à 20 heures quand je suis là. Voilà, donc plus de 10 morts en France. C'est pas fini. Malheureusement, ce qu'on craint, c'est surtout les EHPAD et gros boulot au niveau des EHPAD. Gros boulot au niveau du personnel dans les hôpitaux. Euh, Grosse réorganisation de tout l'univers de soins, que ça soit effectivement avec des maisons médicales qui se mettent en place pour pouvoir assurer le suivi, le suivi de ces patients, finalement, pour faire en sorte qu'ils sortent plus facilement d'hôpital ou qu'ils s'y rendent pas d'ailleurs. Donc voilà. Donc pour lancer la discussion, j'espère que c'est le bon identifiant, hein. Je reconnais la photo. Je vais, je vais inviter, si ça marche, on va voir comment inviter. On va voir comment ça marche. Alors, Voilà. voilà. Salut Yael, Bonjour. Salut, comment ça va? ça va et toi? Ouais, très bien. Bah écoute, merci de t'être joint à cette vidéo. Merci de m'avoir Voilà, c'est un invité. premier exercice, après Ouais. l'exercice d'hier soir. Oui. Donc voilà, c'est une première. L'idée, c'est de faire réagir différents points de vue sur la manière dont cette épidémie Covid-19 a modifié finalement ta pratique. Donc, tu es médecin généraliste, Mm. tu as vu la vague arriver. Alors déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire dans ta pratique? Comment vous êtes, comment vous avez vu arriver la vague et comment vous êtes réorganisé? Alors, nous, la vague, on en a eu peur dès janvier, quand on a entendu des gens qui partaient en Asie du Sud-Est pour les vacances. Hein. Et on s'est méfié dès ce moment-là. Et puis après les vacances de février, donc mi-février, on a commencé à réorganiser notre cabinet. On est à 5 à travailler au cabinet, donc 3 généralistes, une sage-femme, donc beaucoup de femmes enceintes, et une ostéo. Ben, après les vacances de février, on a pu serrer la main aux gens, on s'est pu saluer chaleureusement. Voilà, c'était à distance. Et puis 2 semaines après, donc il y avait déjà des nouvelles instructions où on a réorganisé le cabinet avec personnellement pas mal de téléconsultations
donc des grosses plages horaires qui étaient dédiées aux téléconsultations. Donc, pour des renouvellements de traitement, des gens qui étaient suivis régulièrement au cabinet, je les connais pas mal, mes patients. Hein, ça fait 11 ans que je suis du libéral. Hein. Bah ouais. Voilà, déjà. Voilà. Et puis, après, on a fait des plages horaires pour que les gens, a priori, qui étaient dans l'infectieux, alors Covid ou pas Covid, ça, on n'en savait rien alors, hein, ne puissent pas croiser les gens qui étaient là pour un suivi régulier. Voilà. Et puis là, depuis le confinement, euh, la sage-femme hein, a vraiment réduit des horaires hein, pour voir les femmes enceintes, hein, plus des téléconsultations en même temps que nous. Donc, on est deux généralistes à faire beaucoup de téléconsultations. Et puis, tout ce qui est infectieux, en fait, sur des plages horaires vraiment dédiées, qui sont un peu plus longues. Et on demande aussi aux patients de venir seuls, sauf les enfants ou les personnes âgées. Voilà. Donc, après, c'est un gros système de débrouille au niveau du matériel, hein, parce qu'au départ, bah, il y avait rien. Voilà. Donc, on s'est servi des vieux masques que Roselyne Bachelot nous avait fournis à l'époque. Hein. Ouais. Et puis après, bah, quelques masques dans les pharmacies et puis des patients qui sont venus nous offrir des masques. Et ça, c'était top. Donc voilà, une grosse réorganisation. Là, le cabinet, ben, en ce moment, il tourne pas à plein régime, hein, c'est normal. On rappelle nos patients chez qui on a suspecté des Covid et il y en a beaucoup parce que donc le Rhin-Signe, c'est la région parisienne, Bah c'est le oui. 93, donc beaucoup de gens qui prennent les transports en commun et donc ben, automatiquement ils s'étaient pas protégés jusqu'à ce qu'on leur dise. Bah ouais. Et puis il y en a beaucoup, comme beaucoup de nos confrères, bah, qui sont tombés malades. Voilà, donc les personnes fragiles, bon, il y en a qui supportent assez bien la maladie. Et puis, bah, il y a les personnes âgées ou des personnes qu'on a dû hospitaliser. Voilà, donc beaucoup de patients atteints et totalement revoir le fonctionnement du cabinet. Et puis là, on s'attend au post-Covid, donc le post-pic, qui, je pense, va être assez compliqué à gérer. Pour l'instant, voilà, je vois pas trop Est-ce comment. que finalement, qu'est-ce que tu dis aux patients qui appellent, qui disent j'ai de la Je t'entends fièvre? pas. Ah bon, tu m'entends pas? Pas du tout? J'entends rien du tout. M'inquiète, ça m'inquiète. Pourquoi on m'entend pas? Non, voilà, c'est bon. Ah ok. Qu'est-ce que tu dis aux patients qui appellent et qui disent j'ai de la fièvre ou je tousse? Comment vous gérez ce cas précis? Eh ben, on lui fait. Alors souvent, ils nous disent, c'est sûrement pas ça. Ça veut dire le Covid, quoi. Ils ont très peur. Nous, on leur dit, ben si, c'est sûrement ça. Enfin, moi, je leur dis, mais il y a différentes formes. Donc, il faut déjà les rassurer parce qu'ils sont très angoissés. Et ça, c'est un gros facteur. Après, il y a les gens qui sont seuls et qui ont du mal à gérer bah, la nouvelle. Donc, on les met sur une liste aussi sur le Covidom. Donc, Oui, c'est une liste de patients euh, qu'on des rappelle. télésuivis qui sont télésuivis. Voilà. Et puis, nous, on les rappelle aussi. Et puis, on leur explique s'ils sont seuls, comment il faut agir. S'ils sont en famille, le confinement par rapport au reste de la famille. Des fois, c'est pas trop possible parce qu'ils sont dans des petits locaux. Mhm. Donc, c'est compliqué. Après, j'ai des familles entières qui sont atteintes. Hein. Là, j'ai une famille de 3 personnes. Ils habitent dans 40 mètres carrés. Bon, bah, ils sont tous atteints, 2 hospitalisés et un qui est seul à la maison. Et puis, bah ouais, ils ont du mal à gérer la nouvelle. Hein. C'est, pour eux, ils entendent ça à la télé. Donc, d'où l'importance de rester bien confiné, bien à la maison. Et donc, voilà, après, il y a des patients qui ont des symptômes grippaux, on va dire, hein, ce Mhm. qu'au départ on décrivait comme une simple grippe. Hein.
Et puis après, bon, bah, il nous rappelle pour dire j'ai des symptômes en plus, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, alors après, il y a ceux qu'on met aussi sous antibiotiques. On n'a pas vraiment d'indication maintenant pour les antibiotiques. Petit à petit, on nous dit qu'il faut quand même mettre sous azithromycine le plus rapidement possible. Maintenant, il y a les problèmes vasculaires aussi. Et ça, c'est plutôt de la petit avec les phlébites, avec les embolies pulmonaires chez les personnes âgées. Voilà, donc petit à petit, on modifie notre façon de faire. Et ça, c'est très compliqué parce qu'on se dit qu'on est peut-être passé à côté de certaines choses au début. En pratique, si tu avais un conseil Ah, je pour t'entends mal. conclure, ah, en pratique, si tu avais un conseil à donner au grand public, quand ils ont des... C'est toi qu'on perd, Yael. On a perdu Yael, j'ai l'impression, je ne la vois plus. Je ne sais pas si elle m'entend. Est-ce que finalement, tu aurais, je ne sais pas si elle m'entend toujours, parce que je ne la vois plus, est-ce qu'elle a des conseils à donner au grand public en général ou pas, si elle nous entend, sachant que sa vidéo s'est déconnectée. Bon, voilà, sortir de la vidéo. Et puis voilà. Alors, est-ce que ça vous plaît déjà? Est-ce que ça vous plaît? N'hésitez pas à merci de nous liker la vidéo, merci de la partager. Ça nous permettra d'avoir un peu plus de monde sur cette vidéo, qui est une première. Merci de nous faire des petits likes, merci de nous faire des partages. Ça permettra d'avoir plus de monde. Alors, donc on a eu l'avis du médecin généraliste. Je vais, donc voilà, les médecins généralistes sont en première ligne et puis il y a plusieurs centres de suivi de ces patients finalement qui se mettent en place. Je vais inviter mon ami le docteur Jacques Kamel, qui est cardiologue et qui a également une chaîne YouTube et qui est super actif. Donc, c'est de former transmettre un certain nombre de messages d'éducation. Alors, lui, il s'est mis dehors. Toi, tu as un jardin, Jade. Salut Walid, j'ai de la chance. Tu as Ça de la va? chance. Ouais, super. Comment tu vas? Ça va. Bah, écoute, ça va. J'ai pas entendu le début de ta transition. Donc, je disais du bien de toi. Je parlais de ta chaîne YouTube. Je parlais de toutes les formations. Je t'ai déconnecté hier. Je suis désolé, je t'ai perdu à la fin. Voilà, je voulais savoir dans ta pratique déjà, finalement, qu'est-ce que tu as vu, quelles sont les craintes que tu vois des patients? Qu'est-ce que tu as dû dire aux patients pour les rassurer, pour Ok. avoir leurs inquiétudes? Donc tu sais que je suis cardiologue en ville, hein, dans le 93, entre Bondy et Montfermeil accessoirement, à l'hôpital. Du coup, effectivement, alors, assez tôt, finalement, on a quand même pris des mesures drastiques au cabinet. On faisait rentrer les patients un par un, d'attente, pas d'accompagnant. Nous, on était masqués, effectivement. On a eu la chance d'avoir dès le début. Parce en février, j'avais prévu un peu, j'avais commandé une vingtaine de masques à l'époque où c'était abordable. Et en prévision, parce qu'on voyait bien la vague arriver. Ouais. On sentait bien que ça allait nous tomber dessus. Et voilà, donc finalement, on a, comme je l'avais dit dans une vidéo, on a en cardiologie des patients fragiles, des patients âgés déjà, des patients diabétiques, hypertendus, insuffisants cardiaques, insuffisants rénaux, BPCO, apnéique du sommeil, bref. Donc effectivement, on a l'impression que les patients étaient très exposés, très fragiles. On a pris les mesures qu'il fallait. On a organisé avec mon collègue Dr Moller une permanence téléphonique pour répondre à toutes les inquiétudes. Alors bien sûr, on a dû en louper. On a rappelé systématiquement les patients les plus fragiles qu'on a au cabinet. Encore hier après-midi, une après-midi de téléconsultation, parce que du coup, quand la vague est vraiment arrêté les consultations non urgentes. Et bon, Dieu merci, j'ai pas eu d'urgence à gérer à part des urgences d'hypertension que j'ai tout à fait consultation. Donc j'envoyais les ordonnances, j'ai revu 2-3 fois les patients en vidéo pour régler le problème hypertensif. Et bon, on a plus à gérer d'encore instable, de syncope, on te les aurait envoyés. Sinon, tu les aurais vus. Donc voilà, on a adapté très vite en termes de sécurité avec les mesures barrières. Et en termes d'adaptation de l'activité, on est passé. Moi, je suis passé à la téléconsultation. Diana, elle était pas. Donc voilà. Voilà dans mon quotidien comment ça se fait téléconsultation.
actuellement. Alors, comme tu le sais, tu es cardiologue interventionnel et il y a moins de consultations de patients, notamment chroniques, qui n'osent pas venir à l'hôpital parce qu'ils ont peur, ils sont terrorisés, ils sont à la maison. Il y a eu moins d'infarctus, moins d'AVC. C'est une constatation nationale, voire même internationale. Donc, on craint que ces patients-là, ben, ils n'osent pas. C'est quoi les messages que tu voudrais passer pour le grand public, de dire, voilà, gardez le contact avec vos médecins sont là pour vous accompagner. Justement, tu as fait de la téléconsultation, c'est important. Effectivement, donc le SAMU est particulièrement débordé sur les appels Covid et j'ai cru comprendre que parfois, pendant plusieurs dizaines de minutes, pas de réponse du SAMU, tellement que la vague d'appels d'inquiétude pour le Covid était grande. Du coup, on imagine le patient d'un infarctus. Euh, on n'a pas entendu de drame. Dieu merci autour de nous. T'as un supporter à côté de toi. Le supporter qui veut que je lui mette les choses. Tiens, mon grand, elles sont un peu grandes pour toi, mais vas-y. Bon. Allez. Du coup, effectivement, alors soit on se dit que soit il y a eu des décès de complications ischémiques à domicile, de plusieurs heures de douleur et que le patient n'est toujours pas appelé. Et voilà, bon, on aura malheureusement un retour, je pense, dans le post-Covid, on va avoir pas mal de dégâts à régler. Il y a celui qui va reperfuser spontanément. J'espère qu'il y en a eu beaucoup. Et puis, bon, il y a celui qui dit confinement, dit moins d'activité physique. Donc, l'angor stable ou instable, il va prendre un peu de temps avant de décompenser, on l'espère en tout cas. Et voilà, le SAMU est débordé d'appels. Nous, on est à leur disposition. Et c'est vrai que tous n'ont pas de numéro de téléphone portable. Voilà. Bon, on croise les doigts pour que les dégâts soient les moins importants possibles. Comment, comme il n'y a pas que des médecins qui sont connectés, finalement, on reste à la maison, on mange plus, on bouge plus, on risque à la fin, on aura pris 10 kilos. Quel conseil tu donnes aux gens pour mieux passer ce confinement? Tout à fait, ouais. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin. Puis les mesures de faire un peu d'activité physique, c'est quelque chose qui a été permis au début. Et finalement, aux dernières nouvelles, je crois que c'est interdit de courir à Paris, non? Entre 10h et 19h. Donc demain matin, il va falloir que je me réveille tôt. Voilà, c'est ça. Du coup, effectivement, c'est forcément moins d'activité physique, dit prise de poids, dit décompensation de diabète, décompensation d'une hypertension jusque-là stabilisée parce qu'il y avait de l'activité physique. Donc, on va dire aux gens d'essayer au minimum, hier, je parlais avec un patient qui était en surpoids. Il m'a dit qu'il montait, il descendait ces 4 étages il faisait ça très régulièrement pour essayer de maintenir. Il a pris du poids, c'est incontestable. Lui qui était déjà en poids. Ouais. Donc voilà, si vous êtes qualifié dans votre immeuble, allez, mettez un masque ou fabriquez-vous un masque et allez balader pour vous dépenser un petit peu. Si vous pouvez faire, faites des pompes à la maison, des abdos. Si vous avez un punching ball, c'est le moment. Voilà, en tout cas, bien prendre vos médicaments, la téléconsultation, ça permet de régler beaucoup de soucis. Il n'y a pas forcément besoin de se voir physiquement, de faire un électrocardiogramme pour savoir qu'une douleur, qu'une manifestation thoracique, elle est rassurante. Et voilà, on peut tout à fait généraliste et régler les choses en téléconsultation. Je vais profiter de l'expertise du cardiologue pour bien redire aux gens que la chloroquine, on va en parler en détail avec Dr Laobi qui a une grande expérience du médicament avant même que Covid-19 arrive. On est bien d'accord, il faut faire un électrocardiogramme avant et qu'il ne faut pas en prendre comme ça. Ça doit être sous surveillance médicale avec une surveillance attentive d'électrocardiogramme. Tout à fait, c'est le rythmologue qui parle. On s'inquiète. Après, la chloroquine, elle n'est pas disponible en ville. Hein. Oui, en plus. Voilà, sauf si quelqu'un avait fait des stocks avant la rupture, il a réussi à s'en procurer, mais c'est effectivement un médicament qui peut être mortel à dose importante. Donc voilà, il y a eu des dégâts, il y a eu des passages en réanimation et probablement des décès aux États-Unis sur des surdosages, si je ne me trompe, si je ne m'abuse. Oui. Voilà, donc effectivement, la chloroquine, attention. Et puis même la chloroquine, on attend de voir si ça a permis de régler, d'éviter en tout cas de compliquer les patients qui l'ont pris très tôt au début de leurs symptômes. On attend les résultats, je pense, bientôt. Écoute, écoute, merci Jade. Merci Jade de nous avoir accordé un peu de temps. T'as un live prochainement, il me semble. J'en ai un à 19h, tout à fait, pour parler de mesures hygiéno-diététiques et mesures de respect des mesures barrières confinement. C'est sur ta page à toi? C'est sur ma page à moi. Oui, tout à fait. Je serai invité par santé femme, ou je te dirais. Wow. Tu m'envoies là.
Ok, On voit super, ça. tu vois, je fais de la pub. J'ai Ok, vu, j'ai vu le docteur Attal, qui est cardiologue interventionnel à Jossigny, qui s'est connecté. Donc on le salue, bon. et à Jossigny, bon courage à vous, à Jossigny aussi. Ah bah, c'est cool. Bah, c'est cool. Bah, merci en tout cas. Merci, vous avez parlé de réanimation, j'ai vu. Donc, merci Jade et puis Demain, on bon parle courage. demain d'animation à 21h À avec demain. un Demain, expert, il y a la réa. un expert en réa à Louis Mourier, un interne en réa à Montfermeil et peut-être un réanimateur de Necker. Voilà, j'avais pas raté ça. Voilà, Ok, plaisir. ça Allez, marche. Prends soin de toi. Ciao, ciao. merci, salut, ciao. Bon, super. Bah, écoutez, c'était l'esprit d'essayer d'avoir d'autres avis. Et merci d'être encore connecté. Merci si vous aimez cette vidéo, merci de nous mettre des petits cœurs. Ça nous fera plaisir. Ça va nous encourager à tenir et de nous encourager à continuer. Et là, j'ai la chance d'inviter avec moi le docteur Laoubi. Il est là. Il faut juste que je le retrouve. Normalement, il est là. Et je vais l'inviter à ce jour-là. Moi, alors, docteur Laoubi, qui est grand médecin spécialiste, qui est rhumatologue, je ne veux pas me tromper que je ne dis pas d'erreur dans la spécialité, et que je connaissais un petit peu avant. Et c'est vrai qu'avec salut Khaled, depuis cette, Salut, bonjour. je disais plein de bien de toi, je disais que depuis cette épidémie Covid-19, je t'ai redécouvert et tu es super actif également. Tu partages plein de contenus sur ta page Facebook notamment, et j'ai trouvé ça super bien. Et puis tu as une expertise, tu as une valeur ajoutée que moi j'ai pas, c'est-à-dire je connais pas bien un certain nombre de médicaments, et j'ai trouvé que c'était extraordinaire parce que ça pouvait être intéressant de voir ton expertise. J'ai suivi plusieurs de tes interventions. Alors bon, on a vu hier le président qui est allé à Marseille, donc on se dit waouh, c'est un signe. Ouais, il va parler lundi. Qu'est-ce qu'il va nous dire lundi? C'est un coup de pouce, je pense. Bonjour, Walid. Merci de m'avoir invité dans cette intervention. Oui, il a été voir le professeur Raoult. On ne sait pas, il n'y a rien qui est sorti pour le moment, mais peut-être qu'il y a des nouvelles qui vont sortir début de semaine. En fait, peut-être qu'ils vont mettre en place le traitement. J'ai eu des échos qui disent que la chloroquine, maintenant, elle est disponible un peu partout. Ils commencent à la faire sortir des stocks. Peut-être que c'est une vraie information, mais bon, moi, je ne suis pas contre la chloroquine. Voilà. Je ne suis pas un soutien du professeur Raoult, je ne le connais même pas, mais moi, je connais très bien la molécule parce que c'est une molécule que j'utilise depuis maintenant, on va dire une vingtaine d'années. Ouais. C'est des patients qui ont des maladies auto-immunes, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, le syndrome de Gauche-Roche-Sjogren et autres. Et franchement, on n'a pas vu, et franchement, moi personnellement, je n'ai jamais vu des complications liées à cette molécule, notamment les complications cardiaques. On a vu quelques complications, on va dire, ophtalmologiques et liées à la dose, parce que parfois, c'est des patients qui ne pèsent pas beaucoup et on leur donne le schéma habituel qui est 200 mg matin et soir. Et là, ils ont fait des troubles de la vision de la couleur, avec perturbation du champ visuel et tout ça. Et qui ont complètement régressé dès qu'on a baissé les doses ou même arrêté le traitement pendant un certain temps. Donc, moi, la polémique qui parle des atteintes cardiovasculaires dans la chloroquine, je ne sais pas d'où ça vient, mais peut-être que c'est le fait que l'association entre macrolide, qui est l'azithromycine, et le plaquenil, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine, peut majorer l'apparition des effets secondaires, sachant que les macrolides, ils allongent, enfin je pense, hein, tu connais mieux que moi, ils donnent des problèmes du QT, l'hydroxychloroquine théoriquement aussi, donc l'association des deux peut éventuellement majorer cet effet secondaire. Voilà. Après, l'étude du professeur Raoult, elle est critiquée du fait qu'il n'y a pas eu de bras contrôle. Sauf qu'on est dans une situation d'urgence et qu'on ne peut pas se permettre humainement d'utiliser des bras contrôle avec placebo pour essayer de voir qu'est-ce que ça fait la chloroquine par rapport à rien. Donc, il faudrait, peut-être on pourrait la comparer, le bras contrôle, pour moi, ça serait le bras de la région parisienne où on n'a pas utilisé la chloroquine. On va voir que peut-être que les patients du professeur Raoult se sont bien par rapport aux autres patients qui n'ont pas eu la chloroquine, enfin l'hydroxychloroquine. Du coup, quand on voit le papier qui est encore en préprint de l'IHU,
ils ont quand même fait des tests. Moi, je pense qu'ils ont fait beaucoup plus de tests là-bas qu'en France entière. Ils ont fait 59 655 tests. Imaginez, c'est énorme, hein, sur 38 617 patients. Et sur ces patients testés, il y a eu 3 165 patients positifs. Et sur ces 3165 patients, il y a 1061 patients qui ont été publiés, qui ont été, excuse-moi, 2 secondes, Ouais. qui ont été mis sous traitement. Voilà. Donc, sur ces résultats, ça sort que l'âge moyen, c'est quand même un âge qui est bas, à 43,6. C'est vrai, on va dire que peut-être que le fait que les jeunes répondent bien, même au virus, enfin, arrivent à maîtriser le virus d'eux-mêmes, parce qu'ils sont quand même jeunes, mais il a quand même des âges extrêmes. Ça peut aller jusqu'à 90 ans, hein. Pas seulement des plus jeunes. Et beaucoup plus je pense qu'il y a beaucoup plus, il y a 492 hommes, donc 46,4. Donc il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, ils ont constaté qu'il y a eu 973 guérisons virologiques, c'est-à-dire qu'ils ont fait le test, ils ont refait le test 10 jours après, et ils ont vu que 91,7% de patients étaient guéris sur le plan virologique, c'est-à-dire ils n'étaient plus porteurs de virus. Et donc, pour moi, c'est quand même intéressant comme résultat, parce qu'on teste quand même la charge virale. Ce n'est pas seulement l'état clinique de la personne. Peut-être que ces 2 médicaments vont agir sur la réplication virale et ça élimine le virus dans le corps. Voilà. Il y a eu, par contre, chez 46 patients, c'est-à-dire 4,3%, des mauvais résultats, dont 10 ont été transférés en unité de soins intensifs et 5 patients sont décédés, c'est-à-dire 0,47%. Et c'est des patients qui sont âgés entre 74 et 95 ans. Voilà, donc c'est quand même l'extrême. Et il y a, attention, c'est des patients qui n'étaient pas tous hospitalisés. Et il y en a 31 patients qui ont nécessité d'une durée d'hospitalisation plus longue de 10 jours. Cette étude, elle a commencé le 9 mars et elle s'est terminée hier, le 9 avril. Ouais, donc, c'est les résultats qu'on a. Donc, il y a quand même une bonne réponse au traitement. On ne sait pas, on ne peut pas dire est-ce que c'est l'hydroxychloroquine ou non qui a fait l'effet, mais quand on compare des patients qui sont hospitalisés dans la région parisienne avec des patients qui ont été hospitalisés à l'IHU et qui ont reçu le traitement et qui sont sortis sans aucun problème, on peut se dire que le bras pour lequel on peut se comparer, c'est ceux qui sont dans la région parisienne et qu'à Paris, à Marseille, on n'a pas enregistré de mortalité. C'est ça le plus important de tout ça. C'est de lutter contre la mortalité. Voilà. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu il sort une chose, et ça, je te laisse un petit peu, parce que je suis en train de lire le papier. Il sort une chose, ils disent en outre, de mauvais résultats cliniques et virologiques étaient associés à l'utilisation d'agents de blocage bêta sélectif et de bloqueurs des récepteurs de l'angiotensin 2. Donc la mortalité, elle était beaucoup plus liée peut-être à ça. C'est ce qui sort dans son étude. Voilà. Alors, effectivement, est-ce que, donc, moi, mon point de vue est le suivant, c'est-à-dire que, comment dire, comme on est dans l'urgence et qu'on ne veut pas avoir une perte de chance, je pense que si personnellement j'avais une infection Covid-19 confirmée, j'aurais tendance à me traiter précocement sous une surveillance ECG. Même si, dans leur étude, voilà, foncièrement, je n'ai pas de certitude et je suis persuadé, comme tu le dis, que le traitement est bien toléré. Moi, je revois des tonnes de CG de mes collègues, notamment gériatres, qui m'envoient les tracés ECG qu'ils voient. Avant traitement ou sous traitement, bon, c'est à surveiller comme tout traitement, on doit surveiller. Il y a des allongements du QT à surveiller attentivement pour que, voilà, comme tout traitement, on doit surveiller attentivement. Mais je pense que
par rapport à une maladie habituelle où on fait une étude randomisée, dans ce cas-là, on n'a pas le temps d'avoir les Ben, on n'a résultats. pas le temps de le faire, effectivement. Ouais. Tu sais dans combien de temps on aura des résultats Discovery, par exemple? Alors, Discovery, c'est un vrai chantier parce qu'en fait, c'est une étude. Excuse-moi, je fais sortir le papier parce que j'ai fait un petit résumé. En fait, ils ont commencé le 22 mars, si je me souviens très bien, et ils ont fait 5 bras. Ils ont pris, c'est une étude randomisée. Hein. Il y a des gens que c'est-à-dire au tirage au sort, c'est-à-dire quand les gens ne savent pas qu'ils sont sous hydroxychloroquine, ils sortent de l'étude. Donc ils ont du mal à recruter en fait. Mais bon, grosso modo, il y a le bras où on a des soins standards. Dans tous les bras, dans les 5 bras, il y a toujours les soins standards. Ouais. Pour ne pas faire perdre des chances aux patients. Voilà. Donc, les soins standards, c'est la double antibiothérapie avec peut-être l'oxygène, parce que généralement, c'est des patients hospitalisés. Et voilà. Plus, le premier, c'est Remdesivir. Le deuxième, c'est bien sûr soins standard avec lopinavir et ritonavir. Le troisième, c'est lopinavir, ritonavir plus l'interféron bêta, pardon. Et le dernier, c'est les soins standards plus l'hydroxychloroquine. Donc, en France, il y a 800 patients normalement à recruter. Je pense qu'ils sont déjà arrivés à 800. Hier, j'ai vu le professeur Ader, elle a fait une interview et qui disait qu'ils sont arrivés, je pense, à 500 ou 600. Donc, ils ne sont pas très loin des 800, sachant qu'il y a 3200 patients sur l'Europe et il n'y en a pas beaucoup de pays. Il y a l'Allemagne, le Benelux, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. Oh, et en France, il y en a Paris, Lyon, Lille, Nantes et Strasbourg. Donc, le problème, c'est que normalement, à partir de 15 jours, on commence à avoir des résultats. Là, on est à plus de 15 jours. On n'a pas encore eu les résultats. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont dit que ça va venir, mais ça ne sera pas avant la fin du mois. Imagine, là, si on doit attendre la fin du mois pour enclencher une thérapeutique dont on ne sait même pas si ça va être efficace ou non, moi je pense qu'il est quand même, vu les résultats du professeur Raoult, où il n'y a pas beaucoup de complications, il n'y a pas beaucoup de mortalité, je pense qu'il est vraiment judicieux d'utiliser un médicament qui n'est pas très grave en lui-même et qui peut donner des résultats. Sachant que il faut savoir que le mécanisme d'action de l'hydroxychloroquine, qui est le plaquenil qu'on utilise régulièrement, et c'est d'éviter que quand le virus rentre dans la cellule, le virus il va faire une modification du pH à l'intérieur de la cellule pour qu'il puisse se multiplier. Donc le plaquenil, il va éviter cette modification du pH et donc même le virus, il est à l'intérieur de la cellule, il va être phagocyté. Donc voilà, c'est un mécanisme qui, en lui-même, il est simple et le médicament lui-même n'est pas très dangereux pour moi parce qu'on l'utilise, vous savez, en rhumatologie, qu'est-ce qu'on dit quand il y a quelqu'un qui a des pathologies lourdes et qui ne peut pas recevoir le méthotrexate ou les biothérapies autres, on utilise le plaquenil pour dire, voilà, on n'a pas d'autre chose à pouvoir lui proposer, on lui donne le plaquenil. Voilà. Comment dire ça c'est important de le dire, mais est-ce que tu peux bien confirmer à l'audience que ça ne sert à rien de le prendre en préventif? Ah non, ça ne sert à rien. Parce que il faut être infecté pour que le plaquenil fait son effet. Je viens de l'expliquer. C'est-à-dire quand le virus rentre dans la cellule, avant qu'il modifie le pH de la cellule, c'est là où le plaquenil est efficace. Donc il ne peut pas faire de la prévention. Oui, non, puisque vous avez des patients sous traitement, vous avez des patients qui prennent ce traitement. Moi, j'ai des patients sous traitement. Pour le moment, je n'ai pas eu d'appel de patients qui sont plaquenil et qui ont eu le Covid. Heureusement, on va dire. Mais bon, après, je ne sais pas si. Peut-être qu'ils ont eu le virus et que le plaquenil a inhibé la pénétration, la transcription du virus dans la cellule. C'est ça. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a
est-ce que, parce qu'en fait, finalement, dans la maladie, on a dit qu'il y a deux phases. Il y a une phase, la phase initiale, et après, il y a toute la phase cytokinique où on te dit finalement, ce n'est plus un problème de virus, mais c'est vraiment une activation de l'inflammation très importante. Et justement, toi, tu connais bien tous ces traitements anti-interleukines, etc. Oui, Qu'est-ce que ouais. tu peux dire à un érudit comme moi, ce qu'on doit savoir? Regarde, je te montre cette feuille-là. Je l'ai publiée. Je vais peut-être l'approcher un petit peu pour pouvoir voir un petit peu la première phase, c'est la phase où il y a la pénétration enfin, la contamination par le virus et après la pénétration du virus dans la cellule. Après, il y a la deuxième phase qui vient, qui s'appelle la phase pro-inflammatoire, où il y a beaucoup de cytokines qui se produisent, notamment les IL-6, l'augmentation de la CRP, l'augmentation des DMR. En fait, comment dire, c'est une cascade inflammatoire qui se produit au niveau des cellules. Et c'est une atteinte multiviscérale, ce n'est pas seulement le poumon qui subit ça. Ouais. On a remarqué qu'il y a des atteintes neurologiques, il y a des atteintes pulmonaires, des atteintes hépatiques, des atteintes rénales. Donc, quand il y a ces cytokines qui se produisent voilà, dans le corps, ils vont agir un peu partout dans le corps. Et donc, d'où l'intérêt de privilégier une thérapeutique qui coupe cette phase pro-inflammatoire. Et donc, moi, je connais des équipes à Saint-Antoine, notamment chez le professeur Fin, avec le professeur Méquignon, qui utilisent l'interleukine 6. Je sais qu'ils ont une série à peu près d'une soixantaine ou même plus 70 personnes. Et apparemment, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pu récupérer des patients. Au lieu qu'ils passent en réanimation, ils ont pu les récupérer et ils ont pu les faire sortir chez eux avec un traitement par ce protocole. En fait, ils font des perfusions AG1 et AG3 de tocilizumab, c'est un interleukine 6. C'est un anti-interleukine 6. Et donc, premier jour, troisième jour, et ils font une évaluation au bout d'une semaine, 10 jours. Et là, ils ne font pas l'évaluation virale, c'est-à-dire ils ne font pas la charge virale, ils font juste l'évaluation cytokinique. Pardon. Et là, il y a une nette amélioration, une nette réponse thérapeutique. Il y a d'autres thérapeutiques qui sont en essai, mais bon, c'est un peu compliqué. Mais cet essai-là, je le connais. Alors, il y a deux questions dans le chat. Il y a Anaïs qui demande, mais ça, je pense qu'il faut vraiment que tu le redises parce que c'est finalement pas très clair. Elle demande s'il y a un intérêt de l'hydroxychloroquine en préventif chez le personnel soignant. Elle a entendu parler de protocole qui préconise 300 mg par semaine, voire autre schéma. Tu confirmes bien qu'il ne faut pas en prendre en préventif? Tant qu'on n'a pas de virus, ça ne sert à rien. C'est ça. Voilà. Le virus, il rentre, il y a une certaine période où il est dans le corps avant qu'il rentre dans les cellules. Et c'est là où interviendrait l'hydroxychloroquine. C'est pour ça que le professeur Raoult, il fait d'abord les tests. Ceux qui sont positifs, il leur donne le traitement. Ceux qui ne sont pas positifs, c'est la distanciation, c'est les gestes barrières. Voilà. Il faut vraiment continuer à respecter ce. Kenza, qui est chez nous, dit qu'il y a deux patients qui ont été traités par IL-6 cette semaine et qui ont échappé à l'intubation. Donc, c'est juste génial. Et on m'a posé la question parce que comme le problème, c'est l'oxygénation, il y a une question d'Anis qui parle de transfusion d'hémoglobine dans le traitement. C'est-à-dire, en gros, puisque finalement, ça parle d'oxygénation. J'adore ces questions, Walid, c'est très, très. On a une super audience, du bon niveau. Il y a une vraie discussion là-dessus parce qu'en fait, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a une destruction de l'hémoglobine, en fait, par le virus. Le virus, il a des protéines sur sa surface qui s'appellent les glycoprotéines qui vont s'attacher à la porphyrie de l'hémoglobine. Et comment on dit, ce attachement, on va dire. Voilà. Quand la protéine du virus s'accroche à l'hémoglobine va libérer les ions de fer. Et ça va donner ce qu'on appelle un stress oxydatif. Et les poumons vont souffrir de ça. Et au début, ils vont commencer à lutter contre ce stress. Donc, les poumons vont, comment dire,
vont augmenter, vont produire une couche, une fine couche sur les cellules pour se protéger, mais ça ne suffit pas. Donc le rein va intervenir pour produire les rétropoïétines, pour produire davantage d'hémoglobine. Ça ne suffit pas. Le foie va essayer de capter le maximum d'ions de fer, mais il est dépassé, et c'est là où on arrive à ce qu'on appelle l'atteinte multiviscérale. Oui. Voilà, la défaillance multiviscérale. Et donc, en fait, le fait d'intuber, ça n'aide pas parce qu'il y a assez d'hémoglobine. Sauf que c'est des hémoglobines qui n'arrivent pas à accrocher l'oxygène, parce que l'oxygène, il s'accroche au fer, en fait. Mhm. C'est-à-dire le fer Fe2 et se transforme en Fe3 quand il s'accroche à l'oxygène, et là, il peut transporter l'oxygène du poumon ailleurs. Et l'inverse aussi, le CO2 qui est produit et qui est en attente du transport pour qu'il soit éliminé au niveau du poumon, quand l'hémoglobine ne revient pas au tissu, c'est normal que le CO2 reste. Voilà, on a une intoxication un peu dans les deux sens. Et donc, ce qu'il faut faire en fait, c'est pas intuber et donner des fortes doses d'oxygène, enfin l'intubation, c'est en fait, l'idéal serait de les mettre dans des caissons hyperbares avec 100% d'oxygène pour que les poumons puissent récupérer au maximum. Sauf qu'on n'en a pas assez Bah ouais. de caissons hyperbares Ouais. ici en France. Voilà, donc, et c'est pour ça qu'il y en a certains qui ont pensé à faire des transfusions de culots globulaires qui sont riches en hémoglobine et en sang frais, sans qu'ils soient attachés à la glycoprotéine virale. Et là, on peut avoir une efficacité thérapeutique, si on peut dire. Bah oui, on est vraiment les amis, si vous avez des questions, merci de les poser. J'ai trouvé ça génial ce que tu nous as expliqué ça, les traitements. Et c'est vrai que moi, c'est un domaine que je découvre parce qu'on n'était pas amené à gérer ce côté inflammatoire, infectieux. C'est pas le domaine habituel d'un cardiologue, mais on a la moitié de notre service qui est Covid, on a la moitié de la salle qui est dédiée aux patients Covid. Et au niveau de l'USIC, on a 4 lits dédiés à des soins continus. Qui sont voilà, avec des patients qui peuvent avoir de l'optiflow, etc. Je pense que le Covid est en train de faire sortir une maladie de système. Oui, c'est ça. Bah Voilà. oui, c'est comme une maladie de système, à part qu'elle est aiguë. Je pense qu'il faudrait chercher des anticorps liés à ça qui peuvent, voilà, qui peuvent nous expliquer tout ça et voir mettre en place une thérapeutique adaptée. Alors, on arrive pas loin de la fin de la vidéo. Je vois que mon collègue Dadje ne s'est pas connecté. Alors, on va. Qu'est-ce que tu as pensé? Il y a d'autres molécules, excuse-moi, il y a d'autres molécules qui sont en cours de traitement. Ah, bah oui, mais bien sûr. Mais ça, il y a l'ivermectine, je ne sais pas si tu en as. Ah, l'ivermectine, t'en penses quoi? Parce que c'est un antiparasitaire à la base. C'est un antiparasitaire, on l'utilise souvent avant de mettre les biothérapies et les corticoïdes. On les utilise pour décontaminer le tube digestif généralement parce qu'il y a beaucoup de parasites qui peuvent être néfastes quand on commence les biothérapies, les corticoïdes. Donc, en fait, dans le mécanisme du virus, il s'attache. Alors, je vais vous montrer un petit schéma, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Voilà. Le virus, il s'attache à ces deux protéines, et après, il pénètre dans la cellule, et après, il fait son effet. Donc, l'ivermectine vient bloquer la liaison entre les protéines virales et les comment ça s'appelle? Les MP-bêta, hein? Et donc ça l'empêche de pénétrer à l'intérieur de la cellule et pour l'empêcher de faire la réplication, pas la cellule mais le ribosome. Donc c'est ça l'intérêt de l'ivermectine. Je pense que c'est une piste thérapeutique qui est pas mal. On attend encore les résultats de l'étude, on n'a pas encore le. Ça a été agréé par la FDA, il me semble d'ailleurs. Ouais, c'est énorme. Agréé par la FDA, c'est énorme. Elle a validé, donc ils attendent juste les derniers résultats avant de commencer à l'utiliser. Alors, j'ai vu une question
d'une de nos anciennes infirmières qui est à Bordeaux. Ils sont tranquilles, ils doivent recevoir nos patients graves actuellement. Vous aurez des transferts encore ce week-end, les Ah bah, enfants tant là-bas. mieux, Heureusement, tant vous nous mieux. aidez. Vous nous aidez, vous allégez un peu le travail parce que vraiment, c'est extraordinaire ce qui se passe en France cette fois-ci. Et donc, effectivement, elle me demandait s'il y avait des infarctus liés au Covid. Alors, je pense qu'il y a effectivement, nous, en cardiologie, on voit moins d'infarctus dans cette période Covid que dans une autre période. Que je pense qu'on a comment dire, des infarctus qu'on appelle des infarctus de type 2, qu'on peut voir dans n'importe quelle affection aiguë, dans un choc septique, dans une pneumopathie. Bon, je pense qu'il y a commence à avoir quelques publications, c'est une myocardite, comme dans tout virus, une myocardite, une péricardite, c'est possible. Ouais. Voilà, donc il y a plein de choses. J'ai vu une remarque qui Ah, passe là. vas-y. C'est drôle, mais la chloroquine, l'ivermectine, on revient à des médocs très vieux. Bah oui, c'est des médocs qui ne coûtent pas trop cher. Et ouais, c'est pour ça que moi, je suis à fond avec le professeur Raoul, parce que franchement, si on prendra en considération ce qu'il a fait, le traitement va coûter largement moins cher que de développer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas développer des vaccins. C'est très important un vaccin, parce qu'on ne peut pas traiter les gens contre le virus avec de la chloroquine tout le temps. Mais en attendant de développer un vaccin, ça reste une piste thérapeutique qui est très importante et qu'il ne faut pas la négliger. Après, il y a d'autres pistes, bien sûr, mais moi, quand je vois les différents bras au niveau de l'étude de Discovery, il y a beaucoup de médicaments qui coûtent extrêmement cher. Oui. Par rapport à l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine ne coûte que 4,17 €. Ça coûte moins cher que parfois certains paracétamol. Oui, c'est vrai. Ouais, donc, voilà, donc il faut vraiment qu'on donne la chance à tout le monde pour pouvoir. Et il ne faut pas critiquer pour critiquer. C'est-à-dire, moi, ceux qui sont sur le plateau de télévision, qui n'arrêtent pas de critiquer, n'ont pas fait d'efforts pour faire des choses. Au moins, lui, il ne va pas sur les plateaux de télévision, mais il fait un travail énorme et il est en train de sauver toute la région, toute la ville de Marseille. Il a testé, on va dire, 10% de la population. Je ne sais pas combien c'est quoi le chiffre de la population, mais il a testé 70 000 personnes, c'est énorme. Et sur le test, j'ai vu qu'en Islande, comme les tests sont accessibles et tout le monde peut être testé, vous pouvez aller au laboratoire en Islande vous faire tester sans problème. Ils ont trouvé qu'il y avait 50% de patients qui sont positifs et qui sont asymptomatiques, donc c'est quand même assez énorme. Donc voilà. Alors, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais profiter de ton expertise. Je vais juste Voilà, montrer les gens... ça. Je vais juste montrer ça. Très important. Je voulais parler justement des masques. Alors, les masques. J'avais mis une vidéo sur ma chaîne YouTube où on disait que finalement, quand tu respires, tu peux toucher quelqu'un jusqu'à peu près, on va dire, 2 mètres. Mais alors là, quand tu tousses ou que tu éternues, ça peut aller jusqu'à 7 mètres. Donc, c'est vrai. Donc là, ça veut dire, alors bon, quel type de masque, mais il va falloir se protéger dehors, un peu à la japonaise. Ah oui, c'est une obligation. Moi, je pense que le déconfinement, il faut qu'il passe par le port de masque obligatoire pour tout le monde. Oui, obligatoire. C'est clair. Et on espère qu'on a le test. Avec un test pour tout le monde aussi. Parce que voilà, on va aller travailler, on ne sait pas celui qui est positif, qui n'est pas positif, et on va encore revenir dans le même cercle. Ouais. Très tôt, le message des Chinois, c'était test pour tout le monde, confiner les patients positifs, confiner les contacts d'une autre manière. Et d'ailleurs, ils ont une attitude très... voilà, ils ont mis les positifs dans des stades, les contacts dans des hôtels. Tu vois, c'était très sévère. Donc le test, oui, et puis bien sûr, le port de... oui, mais bon, alors Lou a dit, on n'a pas de masque en ville. J'ai une autre information à vous donner, parce que moi, je suis en contact avec des médecins en Algérie, surtout des pneumologues, des réanimateurs, des gens qui sont sur le terrain. Et je vois, des internistes aussi, je vois que ça marche très très bien la chloroquine, l'hydroxychloroquine. D'accord. Ils ont un schéma thérapeutique qui associe l'hydroxychloroquine, l'azithromycine avec le zinc. Ah, ouais. Et l'autre chose aussi, c'est que dans les formes sévères, ils associent même les corticoïdes. Voilà. Et ça marche très bien. Enfin, jusqu'à présent, on n'a pas encore... regarde, celui-là, par exemple. Ouais.
celui-là, il est guéri avec ce schéma-là. Énorme, énorme. Ouais. Il y a une belle hypothèse sur le zinc, ça c'est vrai. Mais bon, alors j'ai vu pas mal de commentaires sur le chat, sur les masques. Ça peut être des masques en tissu. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que le CHRU de Lille, ils font un masque qui s'appelle Garidou. Ils donnent gratuitement aux entreprises en France le mode d'emploi pour pouvoir le fabriquer. Et quelqu'un m'a envoyé un message d'Algérie en disant, mais nous, comment on va faire pour l'avoir le plan? Je lui ai dit, pose-leur la question, je suis sûr qu'ils vont te le donner. Et il a demandé, ils lui ont dit comment ils le constituent, les 3 tissus. Je peux le retrouver sur ma page. Mais effectivement, ils leur ont donné les 3 tissus avec lesquels ils composent leur masque en tissu réutilisable. Donc effectivement, je pense que dans la rue, c'est plus les masques en tissu réutilisable que les masques chirurgicaux ou FFP2, on n'en a pas assez. On nous pose la question, pourquoi les corticoïdes? Ah, Alors, les corticoïdes, c'est dans la phase, la deuxième et la troisième phase de la maladie, où il y a beaucoup de cascades pro-inflammatoires, et donc ça touche de façon très importante les organes de façon générale, et donc les corticoïdes restent quand même le maître traitement de tout, hein, de toute maladie inflammatoire. En fait, ça ressemble un petit peu à la maladie de Steele, quoi. alors Myriam, elle pose une excellente question. Elle est à Béjaïa. Elle dit, chez nous, on hospitalise tout le monde, les patients positifs, même les asymptomatiques. Il n'y a plus de place. Je me demande comment ça sera au moment où il y a la vraie crise. Tu as entièrement raison. Au départ, il y avait presque la même chose en France. On disait, dès que vous avez un symptôme, vous appelez le SAMU. Le SAMU a été abordé. Je pense que dans le monde idéal, il faudrait tester tout le monde, mais comme on n'a pas de test, là, ce qui est dit, c'est voilà, si vous avez de la fièvre, vous avez de la toux, vous restez chez vous, vous appelez un numéro de téléphone, vous serez suivi à distance, confinement, mais surtout pas encombrer les services, parce que de toute manière, c'est le meilleur moyen de contaminer des patients suspects qui ne sont pas positifs. Mais voilà, donc. Et moi, je reste persuadé que on peut utiliser la télémédecine pour gérer ce genre de choses. C'est très important. Et il y aura un avant-après. Ouais, je Quelqu'un pense qui a qu'il y des en aura symptômes. il y aura avant le Covid et après Covid. Ça dépend, on utilisera beaucoup plus Voilà, voilà. la télémédecine dans l'avenir. Ça va protéger les médecins et ça va protéger aussi l'entourage du patient parce que pour sortir, il va devoir appeler ses proches pour l'amener chez le médecin. Donc, il y a une forte chance que le médecin soit contaminé et les gens qui ramènent le patient aussi. Donc, moi, dès qu'on fait une vidéoconférence comme ça avec un patient, et voilà, il nous parle de ses symptômes, on peut éventuellement soit faxer directement à sa pharmacie le traitement, soit, je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense Je pense que téléconsultation, c'est très bien. Ouais. Yael le dit d'ailleurs, téléconsultation, c'est très bien. Là, on va arriver à la fin, je vais te poser 2-3 questions, je voudrais des réponses courtes. Oui. Alors, il y a docteur Kamel qui dit les AINS sur un facteur de gravité. Oui, non? Il faut éviter? Oui. On est d'accord, super. Très Autre question. Il y a Anaïs, je pense que c'est Anaïs qui l'a dit avant. C'est Anaïs, elle disait vitamine C. Est-ce que c'est bien la vitamine C ou je pense que c'est un mythe? A priori, oui. Ben, ça booste le système immunitaire. Donc voilà, tout ce qui améliore le système immunitaire est bienvenu. Et autre question, la chaleur. Oui. Est-ce que tu penses que c'est un virus qui va s'éteindre avec la chaleur ou tu n'y crois pas? Est-ce qu'il faut qu'ils boivent des thés, tout le monde chez eux ce soir au goûter? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce qu'il y a beaucoup de pays chauds qui souffrent en ce moment du virus. Donc, je ne suis pas certain. Ah, alors on arrive à la fin de la vidéo. Je vais te remercier. Il y a Saatube qui s'est. Je te déconnecte et je prends quelqu'un pour les 5 dernières minutes pour avoir un petit avis en direct d'Algérie. Allez, c'est merci connecté. beaucoup. Merci super. beaucoup. Ciao. Merci encore. Salut. Alors, je l'invite. On arrive à la fin. Ah, il ne peut pas participer. Il ne peut pas participer. On va le réinviter s'il veut bien se connecter. Commencer un direct. À mon avis, il n'a pas de connexion. Il n'a pas de connexion. Alors, je réessaye. Et il n'a pas de connexion. Bon, alors, on va tenir jusqu'au bout. Je lui réessaye encore une fois. Alors, merci. Ça fait presque 1 heure qu'on est connecté. Mettez-nous des petits cœurs, des petits likes. Ça nous fera plaisir. C'était une première. De faire cette vidéo. Tiens, on a peut-être pour la conclusion notre ami en direct d'Algérie qui se connecte. Voilà, s'il veut bien se connecter, on est 28 en ligne. Alors, est-ce qu'il va se connecter? Ça a l'air de fonctionner. Connexion en cours. Alors, on ne te voit pas. On ne te voit pas, on t'entend déjà. Est-ce qu'on t'entend? Est-ce que tu peux parler? Tu peux parler, je pense déjà. On ne t'a pas en vidéo, mais on a le son. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous dire? Je voulais avoir quelqu'un d'Algérie. Même si je ne sais pas en vidéo, j'ai juste le son. Est-ce que tu peux nous dire
comment ça se passe en Algérie déjà? Comment vous commencez à avoir arrivé des patients? La connexion est nulle, on me dit. Ah oui, je suis désolé, ouais, la connexion est nulle. C'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on a le son, c'est juste extraordinaire. Comment ça se passe en Algérie? Est-ce que vous voyez arriver des patients? Alors dis-moi. Alors raconte-nous. Ah, je sais pourquoi. Il y a beaucoup de personnes qui se connectent parce que j'avais dit 17 heures et il me semble qu'on a 1 heure de décalage par rapport à l'Algérie. Et il y a Mehdi qui devait faire une coro, qui vient de se connecter. Voilà, il y a Isma qui me dit il est 17 heures hors de France, c'était 17 heures hors de France en Algérie. OK. Il y a plein de gens qui arrivent. Alors je le rajoute et peut-être que là, on va la voir. Il y a plein de gens qui arrivent. Là, on va peut-être faire un marathon, hein. Alors, est-ce qu'il va se connecter? Connexion en cours. Ouais, je t'entends. Bon, moi, je t'entends. Là, au moins, on t'entend. Voilà, exactement. Ouais, connexion, ça c'est. Hier soir, on a testé, ça marchait très très bien. Décalage horaire, j'y penserai la prochaine fois, j'expliquerai les. En fait, tu sais, il y a tout le monde qui arrive à cette heure-ci, en fait. J'avais dit 17 heures, 17 heures heure d'Alger, il est 17 heures heure d'Alger. Ouais. Mhm. La prochaine fois, ouais, c'est ça le problème de la connexion avec l'Algérie, c'est que c'est compliqué. D'accord. Oui, oui, docteur Laoui, tu as raison. La prochaine fois, on dira 18 heures. Il y a beaucoup plus de monde à cette heure-ci, mais je pense qu'il y a tous ceux qui sont connectés à 17 heures heure d'Alger. C'est juste énorme. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, docteur Vergelaine, qui est connecté en plus? Est-ce que vous m'entendez? Bon, bah écoutez, j'arrive sur la fin. On va le passer en replay, cette vidéo. Vous inquiétez pas, je vais l'enregistrer et je vais la passer en replay. C'est juste énorme, vous êtes 30 en direct déjà. Mais je pense que sur le cumulé, je vous dirai combien il y en a. Je tiens à vous remercier tous pour cette heure passée avec nous. Merci à tous les intervenants des deux côtés de la Méditerranée. Vraiment, c'était super sympa de vous avoir. Merci aux amis, aux collègues qu'on a vus, les amis de chacun qu'on a découvert et qu'on a retrouvés. On s'accroche, on essaie de patienter. Il fait extrêmement beau, mais on va essayer de patienter à la fenêtre. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Et voilà, je vais sauvegarder cette vidéo et la partager sur mes autres réseaux sociaux. À bientôt. Ciao, ciao.